Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous recevons cet après-midi Monsieur Luc Daillon, médecin, ancien président du club de Lille, du RC Lens et du FC Nantes et fin connaisseur du sport professionnel français. Monsieur Daillon, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation avec Cédric Roussel, le rapporteur de la mission d'information. Et je rappelle que cette audition est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Votre longue expérience dans le football sera précieuse pour les travaux de notre mission à l'heure où le sport connaît une crise inédite dans son histoire. Je crois que vous avez une réflexion riche sur les pistes de réforme pour assainir cette discipline, du salary cap au statut juridique des clubs. Et je vous serai reconnaissant de nous la partager, même si nous avons déjà eu des échanges sur un certain nombre de ces sujets. Sans plus attendre, je vous laisse la parole pour un exposé liminaire de 10 à 15 minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la mission d'information et en particulier Cédric Roussel qui est notre rapporteur. Vous avez la parole, Luc. Merci beaucoup pour votre accueil. Donc, effectivement, maintenant, j'ai un peu de recul sur toutes ces aventures et je vais les remettre dans un contexte qui remonte à 35-40 ans, à la création de Canal+, en réalité, puisque c'est là où l'interaction entre la télévision à péage et le football a démarré avec l'arrivée de flux financiers, alors qui ont été formalisés sous forme de contrats de vente de droits. C'est l'époque où donc Canal+ s'est rendu compte, un peu expérimentalement, parce que ça ne faisait pas partie du business plan initial, que des abonnés, des personnes s'abonnaient à la chaîne pour voir le championnat de France de football. Donc là, moi, je vais parler France. Il y aura de temps en temps des petits parallèles avec ce qui s'est passé à l'étranger, mais c'est quand même ça qui nous intéresse au premier chef. Donc, pendant une dizaine d'années, les contrats se faisaient de gré à gré entre Canal+ et la Ligue de football et quasiment indexés sur le nombre d'abonnés. Plus il y avait d'abonnés, plus les droits étaient payés. Ça a aussi correspondu à la mise en place de la DNCG, puisque comme dans le cinéma, Canal+ a essayé de voir comment, à partir du moment où il y avait une interaction aussi forte avec un programme, comment essayer aussi d'aider l'ayant droit à éviter les éventuelles dérives qui pouvaient se faire jour, puisque l'arrivée de l'argent et de la publicité, qui était un corollaire, pouvait perturber les entités fournisseurs de droits. Et puis, on arrive au moment où, 95-96, il y a la création de TPS. En réalité, en coulisses, il y avait l'idée de... Donc, c'est l'avènement de la télévision par satellite. Et les actionnaires dirigeants de Canal+ à l'époque n'ont pas voulu d'une alliance avec les dirigeants de TF1, M6 et autres pour faire une seule plateforme, comme c'était le cas en Angleterre. TPS a été créé, la Ligue de football a fait des appels d'offres et on est arrivé donc à un moment où TPS a gagné l'appel d'offres, c'est en 1999, si je me souviens bien. La Ligue de football a demandé à ce que les choses soient négociées pour que Canal+, et ça rappelle un peu ce qui s'est passé finalement récemment, ne perde pas le bénéfice de tout ce qu'il avait fait dans les années précédentes et de tout ce que Canal+ aussi avait apporté au football professionnel. Et donc, il y a eu un partage des droits et ils ont été répartis entre Canal+ et TPS. Et ça nous amène ensuite, donc il y a eu donc une concurrence assez féroce et je vais aller un peu plus loin. On arrive en 2004-2005. Canal+ gagne cette fois-ci l'appel d'offres de la Ligue. Donc, à chaque fois, les droits montent. Hein, et on est dans une zone, là, pour vous donner un chiffre, où l'ensemble des contrats, c'est 400 à 500 millions. Et en même temps, côté TPS, après 5 ans de recul, ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu de l'argent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu exploiter le fait qu'il y ait une concurrence a fait que les deux opérateurs se sont partagés les abonnés. Il y a évidemment des gens qui se sont abonnés aux deux chaînes, mais économiquement, compte tenu des coûts de production et du montant des droits, TPS a perdu, je crois, sur 4-5 ans, près d'1 milliard d'euros. Et ça s'est terminé quand Canal+ a gagné l'appel d'offres de 2005, si je me souviens bien, par une fusion. Donc, il y a eu fusion Canal-TPS. Et à ce moment-là, Canal+ avait proposé un contrat à la Ligue de 650 millions d'euros par an.
C'était le cumul des deux contrats, et avec en parallèle, puisque là j'étais vraiment informé de ce qui se passait encore un peu plus que sur les dossiers précédents, puisqu'Alexandre Bompard, j'avais travaillé sur le dossier de Saint-Etienne, était le directeur de cabinet de Bertrand Méheux, donc il m'avait demandé un peu mon historique sur tout ça, et je savais qu'il souhaitait maintenir le niveau des droits, mais demander aussi une restructuration, une amélioration du programme, et faire en sorte que les clubs ne soient pas toujours à demander de l'argent en anticipation du fait de leur, j'allais dire, mauvaise gestion liée, et ça c'est un autre paramètre sur le foot, à l'arrêt Bosman qui a vu arriver donc les mouvements de joueurs et les transferts, et on en parlera après de cette variable très compliquée à intégrer dans les comptes d'exploitation d'un club de football, qui est un transfert de joueurs, qui est en réalité une rupture d'indemnité de contrat qui repose sur une négociation de gré à gré. Donc en parallèle, un peu comme même dans les premières années de Canal+, où Charles Bietri souvent se plaignait que Bernard Tapie ou Claude Bèze redemandaient de l'argent en plus du contrat redistribué par la Ligue pour pouvoir payer leurs joueurs. Et en même temps, le programme football était très important pour Canal+, donc il y avait comme ça ce besoin d'un côté de réguler l'économie des clubs et en même temps d'avoir un spectacle intéressant. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Et là, on arrive à un moment où, on est en 2007, si je me souviens bien, j'ai essayé de retrouver les dates, donc il y a un nouvel appel d'offres. Et là, Canal dit, voilà, nous, il n'y a pas eu de réforme, donc on ne payera pas plus que 400 ou 450 millions. Et c'est le moment où Orange est appelé à la rescousse. Et Orange, sur intervention, parce que là, je crois que c'est public, Frédéric Thiriet s'en était ouvert en disant qu'il était effectivement allé voir je crois que c'était M. Sarkozy à l'époque, était ministre, au Premier ministre, ou ministre du Budget, enfin, il n'était pas encore président de la République, mais enfin, il était très intéressé par les sujets foot. Et il est intervenu auprès des dirigeants d'Orange pour qu'ils créent une chaîne. Et cette chaîne Orange Sport, effectivement, a payé 200 millions d'euros les droits qu'ils ont partagés à nouveau avec Canal+. Et 4 ans après, Orange Sport a arrêté parce qu'effectivement, pareil, ils n'ont pas pu rentabiliser sous cette forme-là le contrat des droits qu'ils avaient acquis. Donc, ils ont dû perdre à peu près 1 milliard aussi sur 5 ans. Ça nous amène à 2011. Donc, avec derrière comment dire, une difficulté à apprécier le réel montant. Alors, je parle d'économie pure, c'est-à-dire qu'est-ce qui est rentabilisable par un opérateur de télévision à péage. Après, on peut prendre du foot et l'avoir sur son offre et en même temps valoriser le reste de ces programmes. Mais ça a donné lieu à une multiplicité de diffusions de programmes footballistiques achetés par M6, par d'autres, les matchs de Coupe d'Europe et ainsi de suite. Et le consommateur, effectivement, a vu beaucoup de football pendant ces périodes-là. Ce qui a en même temps, à mon avis, impacté l'effet rareté du championnat. Donc voilà, là on arrive en 2011. Donc 2011, Orange se retire, Canal+ se retrouve seul, et c'est le moment où, à nouveau, là, ça maintenant c'est devenu public, dans le cadre de l'opération Qatar Coupe du Monde PSG, donc beIN Sport est créé. beIN Sport achète à côté de Canal+, à la surprise de Canal+, une partie des droits de la Ligue, plus les droits à l'étranger, ce qui permet de maintenir le montant des contrats à hauteur de 650 millions en global. Donc, dans un premier temps, il y a une vraie concurrence entre Canal et beIN Sport. Puis, il y a un changement d'actionnaire à Canal, et donc chez Vivendi, et un changement de management, et il y a un accord qui fait qu'ils arrêtent de se tirer la bourre. Ce qui fait qu'ensuite, l'appel d'offres suivant, qui était un faux appel d'offres, se termine par un accord Canal beIN Sport, Ligue de foot à 750 millions. Là, on est en 2016, et ça correspondait à une valeur des droits en cumulé qui était cohérente à la fois pour Canal+ et beIN Sport. Canal+ demandant aussi à distribuer beIN Sport. Donc, on était revenu dans une logique où il y avait presque un seul opérateur et la Ligue en face. Voilà, et puis après, on arrive à l'épisode que vous connaissez, qui est l'épisode Mediapro. Donc, nouvel appel d'offres 4 ans après. Là, la Ligue choisit un groupe, Mediapro, qui propose une somme de 780 millions
pour les droits du championnat, plus autres. Enfin, en cumulé, on arrivait à 1,2 milliard, donc on n'avait jamais atteint ces montants-là. Tout en sachant que du côté de Canal, ils avaient mesuré précisément la rentabilité des programmes de football et souhaitaient, eux, au contraire, aller plutôt à la baisse. Donc, voilà. Donc là, on rentre dans la période beaucoup plus récente où finalement, on sait très bien que Mediapro lance sa chaîne. Malheureusement, j'allais dire, révèle le poteau rose, c'est que les gens ne sont pas suffisamment nombreux pour s'abonner à une chaîne créée de toutes pièces. Et donc, voilà, donc Mediapro demande à se retirer du contrat, paye une indemnité. Canal couvre la dernière saison et on arrive tout récemment à l'épisode nouvel appel d'offres, contestation, des histoires de lots, puisque Canal avait payé un lot qu'ils avaient racheté à beIN Sport, 330 millions, dans le cadre du contexte de l'appel d'offres Mediapro, où il y avait 20% du programme. Et actuellement, ils contestent le fait qu'ils payent plus cher qu'Amazon pour moins de programmes. Voilà, on en est là. Après, il y a l'arrivée de Messi, et on ne sait pas comment tout ça va se terminer du côté des opérateurs. Voilà. Et sur ce est arrivée effectivement la crise Covid. Voilà. Donc, ça, c'est la partie audiovisuelle telle que je la connais et que je l'ai vécue en étant à certains moments, effectivement, ou actionnaire ou consultant pour des groupes audiovisuels. Au tout début, j'ai commencé parce que j'ai rencontré Canal au début, donc j'ai bien vécu l'époque 85-95. La rentrée de Canal dans le PSG, c'est 91. Et donc, effectivement, pour moi, la première rupture stratégique, si vous voulez, par rapport à ce qu'on peut voir en Angleterre, c'est l'arrivée de TPS et la concurrence entre Canal et TPS et la non-structuration des clubs de football en parallèle. Et on a pris un petit peu de retard sur beaucoup de choses. Donc, ça, c'est ce que je peux vous dire sur la partie audiovisuelle. Après, en parallèle, vous avez les structures des clubs. Les clubs, à l'époque, en 85-86, c'était sous forme associative. Donc, c'est des associations 1901 ou des sociétés d'économie mixte. Donc, quand je fais la privatisation de Lille, c'est donc en 2000, 99-2000, on rachète les parts de la ville de Lille, ce qui était en SEM. Et entre-temps, le législateur a fait évoluer le statut des clubs d'association vers société anonyme à objet sportif, dans lequel l'association, dans un premier temps, était majoritaire. C'était au moment du PSG, par exemple. Donc, il y avait un protocole qui définissait les apports du privé par rapport à l'association, mais l'association, dans la structure capitalistique, SAOS, était majoritaire. Ensuite, il y a eu une nouvelle évolution où l'actionnaire privé est devenu majoritaire et l'association devait rester à 34%. Et puis, l'adoption du statut des SASP, de mémoire, ça va être 99-2000, où là, on est la possibilité d'avoir un actionnariat totalement privé lié par une convention à l'association qui définit les obligations des deux parties, à la fois sur l'exploitation de la marque, sur le financement de la formation, sur les équilibrages de comptes et ainsi de suite, avec des conventions qui, à l'époque, étaient limitées à 5 ans, si je me souviens bien, sans que, moi, très rapidement, à chaque étape, j'ai essayé d'alerter sur les risques à terme de ce type de montage, parce que la problématique des infrastructures, des stades, des centres de formation était quelque chose qui n'était pas totalement solutionné, puisqu'il était toujours propriété des collectivités. Il y avait un locataire dont l'exploitation était à risque, puisque les clubs de foot n'ont jamais été régulés par des salariés cap ou par des ligues fermées, donc avec les montées et descentes et les variations de chiffre d'affaires très importantes, on avait des situations que moi j'ai été amené à traiter finalement, parce que c'est devenu ma spécialité de restructurer des clubs de football en difficulté qui descendaient de division ou dont les actionnaires n'arrivaient plus à couvrir les pertes d'exploitation. Donc voilà, donc en parallèle de cette évolution sur les droits télé, vous avez l'évolution sur les structures de détention de ce qu'on appelle les clubs, et avec tout récemment, en 2017, effectivement, sur un dossier assez compliqué, un vrai sinistre à Bastia, on a expérimenté une forme juridique qui était une société coopérative d'intérêt collectif pour repartir sur ce genre de clubs qui ont toujours un centre de formation qui est là, mais qui n'ont plus le droit d'exploiter juridiquement, un stade qui est là, mais qui n'est plus utilisé ou peu utilisé, surtout que l'équipe était redescendue 5 divisions en dessous de sa division originelle. Et donc, c'est une expérimentation qui a l'air de pas mal fonctionner, en tout cas pour l'instant. Ça amène de la transparence, probablement. Ça répartit le poids
de l'actionnariat sur plusieurs entités. Donc, évidemment, quand il y a des arbitrages à faire, quand on monte en deuxième division, ben, tout le monde est autour de la table. Donc, si par hasard on fait un budget déséquilibré, ben, il faut que tout le monde contribue avant de démarrer la saison et pas après. Donc, ça permet, à mon avis, une meilleure compréhension de ce qu'est l'économie d'un club de foot qui rentre dans ce que j'appelle l'économie du spectacle. C'est-à-dire, vous rentrez, un club de foot rentre dans l'économie du spectacle quand il rentre quasiment en deuxième division. C'est là où il perçoit des droits télé. Les recettes spectateurs et sponsoring sont importantes. On paye des joueurs avec des contrats à durée déterminée qui fournissent quelque part un spectacle basé sur une émotion qui est la conséquence de la ferveur, du soutien des supporters et en même temps de ce que ça fait d'un peu spécial quand on regarde ces programmes à la télévision. Les gens, effectivement, aiment bien regarder leur équipe ou suivre les matchs de foot sur les télévisions à péage. Donc, voilà ce que je peux dire. On a d'autres exemples depuis Bastia, depuis la SIC, la création de Bastia, de clubs professionnels qui sont engagés? J'ai été sollicité indirectement, j'ai été sollicité officiellement sur le dossier de Tours, où justement c'était intéressant, puisque à Tours, on est arrivé à une situation qui est pour l'instant pendante, où l'actionnaire qui m'avait sollicité, qui lui était en conflit avec l'environnement, et le maire de Tours se sont mis d'accord sur dire comment on peut faire redémarrer et transformer la structure en SIC. Et finalement, en faisant un audit, en regardant la réalité des comptes, c'était différent de Bastia. Bastia, on est reparti avec l'association. La SASP avait déposé le bilan, avait toutes les dettes et sont parties au niveau du dépôt de bilan. Donc, on a pu reconstruire à partir de l'association. Alors qu'à Tours, finalement, en faisant l'audit, on s'est rendu compte qu'il y avait une dette dans la SASP. Et donc, il était compliqué, et moi je l'ai dit, et ça n'a pas fait plaisir à l'actionnaire, mais il était compliqué d'aller monter une société coopérative, faire l'appel à l'argent d'une collectivité, de supporters et autres, pour financer quelque part des dettes antérieures. Donc, il y a eu une situation un peu complexe, jusqu'à ce que la DNCG, finalement, décide d'à nouveau rétrograder le club de National 3 en régional. Et là, l'actionnaire est allé au tribunal de commerce, donc effectivement est allé se mettre sous la protection du tribunal de commerce, qui est en train d'examiner la situation du club, voir s'il y a possibilité ou pas de redressement, mais ça va probablement se terminer par une cession à peut-être une SIC qui se montera, qui est en train de se monter pour démarrer à partir d'une équipe qui sera dans une division inférieure. Et donc c'est pour ça qu'il faut être toujours très vigilant, que ce soit quand c'est un actionnaire privé qui reprend un club ou une structure forme SIC, c'est qu'effectivement, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on reprend ou qu'est-ce qu'on crée, parce qu'effectivement, souvent, malheureusement, ces structures, et là, on va repasser au niveau professionnel, portent un endettement extrêmement élevé. Alors, la crise Covid n'a pas arrangé les choses au niveau des clubs pro, qui ont tous fait des PGE, quasiment tous, qui ont des structures qui dépendent vraiment beaucoup des ventes de joueurs, c'est-à-dire que au fil du temps, sur les 20 dernières années, ce qui était un phénomène qui rentrait dans les comptes d'exploitation comme un résultat exceptionnel, à savoir un transfert, est devenu quasiment une source récurrente et avec une politique qu'on appelle de trading, où vous avez des centres de formation, où vous achetez des joueurs à un certain prix, puis vous les faites jouer, puis vous les revendez, ou vous ne les revendez pas, et dans ces cas-là, vous perdez de l'argent. Et surtout, ça entraîne une inflation salariale, puisqu'un joueur, pour qu'il change de contrat à durée déterminée, comme n'importe quel salarié, il va quand même demander à ce que le nouveau contrat lui amène une rémunération supérieure. Donc, ce phénomène en parallèle des transferts, qui est propre au football, est un phénomène qui est très dangereux. Enfin, moi, j'ai toujours considéré comme dangereux parce il induit une inflation salariale. En même temps, ce qu'on paye quand on achète un joueur, c'est une indemnité de rupture de contrat à durée déterminée. Vous l'amortissez sur la durée du contrat. Quand vous revendez le joueur, vous le vendez, vous passez le produit sur un exercice, donc c'est une forme de cavalerie. Et en même temps, comme les clubs sont tous endettés, quand maintenant ils vendent ou ils achètent, ils se payent en 4 fois, 5 fois. Regardez, sur le transfert d'Mbappé, on a appris que le PSG avait encore une somme à payer à Monaco, parce qu'on ne paye pas tout cash. Donc l'économie des clubs de football, quand un club descend de division, j'ai vu ça sur Lens, ou on a vu sur Bastia, comme la Ligue de foot en France demande, pour qu'un club soit inscrit, à ce que l'actionnaire s'engage à couvrir les pertes d'exploitation. Il ne demande pas à ce que les clubs soient profitables, il demande à ce que les pertes d'exploitation soient couvertes par l'actionnaire.
Donc, le jour où l'actionnaire ne peut plus, c'est des situations de dépôt de bilan et de disparition potentielle de clubs qu'on a connus à Strasbourg, Bastia ou autre. Voilà. Donc ça, c'est les deux éléments moi, qui sont le fil rouge de mon parcours, enfin de ma trajectoire professionnelle dans cet univers-là. Sur les SIC, Luc, on avait cité, je crois, de mémoire, Cédric, dans notre rapport sur la loi Braillard, une tentative à Valenciennes et à Alors, Partouche. ouais, on en Ça a. en est où? Justement, c'est moi qui étais à l'origine de ça, puisque Partouche était rentré au capital de la holding DRH de Valenciennes avec un accord avec l'actionnaire actuel, comme quoi au bout de 3 ans, Partouche pouvait prendre le contrôle. Et à ce moment-là, on avait envisagé de transformer le club en SIC. Et on avait communiqué dessus, sauf que l'actionnaire actuel n'a pas respecté le contrat. Donc, le groupe Partouche est en procès avec lui et moi aussi. Donc, le projet est lettre morte. Donc, c'est quand même difficile aujourd'hui de transformer l'essai et de le reproduire à partir du moment où des actionnaires, alors soit ont des problèmes de dette, soit on ne va pas jusqu'au bout, quoi. Hein. C'est-à-dire que les actionnaires, regardez par exemple, je pense que le dossier de Saint-Etienne, de Nantes, j'étais appelé sur Nantes par les élus pour comprendre, je vais y retourner, mais ils avaient une double problématique. Ils avaient des actionnaires qui ont déjà mis beaucoup d'argent dans les clubs, qui s'y sont attachés, auxquels leur ego est impliqué, et qui ont fait des montages parfois compliqués pour arriver à continuer à mettre de la trésorerie, qui sont là et qui à un moment donné, ont des difficultés à lâcher leur club. Parce que même s'ils le lâchent pour 1 euro, quand vous faites l'audit, vous vous rendez compte de l'endettement, de la perte d'exploitation et du manque d'actifs. Il n'y a même pas d'actifs fonciers. À la limite, on pourrait dire que si on était propriétaire de foncier, on pourrait envisager de le mettre à l'actif, de le revendre et encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, le système s'est emballé dans des proportions telles que même si vous repartez par exemple sur un club comme Saint-Etienne ou Nantes à partir d'une feuille blanche, il faut quand même des fonds propres pour gérer cette activité, compte tenu du fait que l'environnement n'a pas changé. C'est-à-dire que pour être concurrentiel au niveau du championnat de France de football, il faut que vous ayez effectivement des bons joueurs, des joueurs professionnels, et eux, et c'est normal, ils vont au plus offrant. Donc, vous êtes pris en étau, et donc la moins mauvaise des solutions, c'est ce système des transferts qui a prospéré, mais qui crée ce déséquilibre économique et cette difficulté à transmettre des clubs ou à les vendre. Parce que, je te dis, je le vois tous les jours, c'est comment vous évaluez un actif joueur. Vous avez acheté des joueurs, très bien, ils sont à l'actif, vous avez dépensé des sommes. Maintenant, regardez si Messi, c'était. Bon, là, il n'y a pas eu de transfert, mais supposez que Messi ait été transféré, il se casse la jambe, il arrive en fin de carrière, il ne peut pas rejouer. Ce que vous avez payé en transfert, vous pouvez mettre une croix dessus. Et donc, cet élément-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vente de joueurs. Il y a des ventes des joueurs, mais elles sont très difficilement évaluables en amont. Et donc, vous ne savez ce que vous avez vendu qu'à la fin de la saison. Et en plus, ça crée des problèmes de trésorerie, parce que quand vous avez, disons, 35 millions, j'allais dire, de vraies recettes, entre les droits télé, les spectateurs et le sponsoring, et vous avez 65 millions de budget de dépenses, vous avez 30 millions donc de vente de joueurs à faire. Mais tant que vous ne les avez pas faites, il faut mettre de la trésorerie pour payer et assurer le budget du club. Donc, ce n'est pas évident. Vous le mettez au début et après, vous jonglez, vous retardez à payer les fournisseurs et autres. Donc, il faut des fonds propres importants. Donc, même pour en revenir au SIC, quand on va rebâtir, à supposer qu'on rebaptise des actionnariats sous forme de SIC pour des clubs de cette taille-là, parce que Bastia est parti de 5e division. Le capital levé, c'est comme une petite start-up. Vous voyez, il y a eu 1 million d'euros de levée de capitaux qui ont permis de financer les pertes d'exploitation de la première année, de la deuxième année, et ainsi de suite. Et cette année, le budget de Bastia était à l'équilibre, parce qu'ils ont des droits télé, des recettes spectateurs et du sponsoring. Ils ont un petit budget. Par contre, ils ne se sont pas mis en risque. Ils n'ont pas mis des ventes de joueurs prévisionnelles. Je leur ai dit, attention, ne faites pas cette erreur de vous mettre à nouveau dans le rouge. Même si c'est 2 millions, il faut quand même les financer. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça le contexte de l'intérieur, dans un marché qui est ouvert, mondial, et où finalement, les acteurs principaux, c'est quand même les joueurs. Mais avant de passer la parole peut-être au rapporteur pour ces questions, dans l'état actuel des connaissances qu'on a, c'est un papier de l'équipe, donc je pense que vous avez les mêmes informations. Un des projets de reprise ici à l'AS Saint-Etienne,
consisterait, c'est du côté d'Olivier Marcarian, alors là, pas être sur un statut de SIC, mais par contre à envisager l'ouverture du capital du club dans un second temps aux supporters, aux socios. Pourquoi Bon, pas? Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu l'exemple de Tours. Il faut pas leurrer les supporters, ni les collectivités, ni les entreprises qui peuvent entrer au capital, forme de SIC ou multi-actionnariat. Il faut leur dire la vérité sur vraiment ce que c'est que l'exploitation d'un club de football, et les risques qui vont avec. Et pour moi, et d'ailleurs, avant même cette idée de SIC qui m'a été soufflée par Gabriel Jovin, c'était ce que je faisais à chaque fois. Quand j'arrivais à restructurer puis trouver un nouvel actionnaire, y compris ceux de Saint-Etienne, je leur disais attention, le système, il fonctionne comme ça. Donc, mais le problème, c'est que le système s'emballe par nature. Il ne peut pas ne pas s'emballer à partir du moment où il n'est pas régulé de l'extérieur. monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Rebonjour, Luc Dayan. Merci beaucoup à nouveau de votre disponibilité auprès de l'Assemblée nationale, parce qu'on a besoin aussi de regard extérieur, justement, et je veux dire de forme de détachement dans un monde du football qui a été chaotique et qui a connu aussi et qui a été impacté par la crise sanitaire, bien sûr, qui provoque une instabilité économique. Mais c'est vrai que c'est bien de vous entendre parce que vous avez un spectre, d'une part, très large, puisque là, je voudrais juste, moi, recentrer, en tout cas, le début de mes questions sur le fait divers qui est le fait Mediapro, qui nous amène aujourd'hui, justement, à partir de ce fait divers-là, à parler très ouvertement et très concrètement de pistes soit qui vont vers de la régulation, mais en tout cas vers une réflexion d'ensemble du modèle économique de financement du sport et de structuration, puisque vous avez employé ce terme, des clubs professionnels, particulièrement ici du foot. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de dire que c'est une grosse partie du moteur et du financement du sport en général dans sa globalité, que ce soit bien sûr le sport professionnel et amateur. Donc, merci pour ça. C'est pour ça que j'ai profité un peu et vous demander un petit commentaire et une appréciation que vous avez pu avoir de la situation et la dernière relation contractuelle, en tout cas de l'appel d'offres officiel, donc celui qui concerne Mediapro, de savoir quel a été un peu votre sentiment au fil des mois, déjà depuis l'attribution, parce que vous avez employé un terme tout à l'heure, vous avez parlé de faux appels d'offres. Donc, je voulais un peu quelque part savoir quelle était déjà votre appréciation de la mécanique d'appel d'offres telle qu'elle est. Dans tout ce que vous avez raconté, en tout cas expliqué, on a senti que, parce que l'appel d'offres, je rappelle, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends, c'est une mise en concurrence pour valoriser, donc, par justement cette mise en concurrence, valoriser et les droits, bien sûr, la valeur du championnat, en l'occurrence du championnat français, mais aussi, je dirais, dans un schéma qui doit être gagnant-gagnant avec des consommateurs finaux qui doivent aussi y trouver donc un intérêt. Donc déjà, du principe même de l'appel d'offres tel qu'il est aujourd'hui, et plus particulièrement et plus précisément, voilà, quelles seraient les remarques que vous avez, et plus précisément de la dernière affaire et de cette affaire Mediapro. Non, si vous voulez, c'est pour ça que je suis remonté aux origines. C'est-à-dire que au début, et je pense que le football et le rugby étaient peut-être même les deux autres sports qui, à un moment donné, étaient obligés par le législateur de faire des appels d'offres. Mais cette obligation, elle remonte, à mon avis, dans les années 95-96, à l'arrivée de TPS. Avant, c'était des négociations et des discussions de gré à gré entre Canal+ et la Ligue. Et pour parler des autres sports collectifs, c'était des produits d'accompagnement. On mettait des contrats télé avec, mais il n'y avait pas ce n'était pas un moteur de l'abonnement. Le vrai moteur de l'abonnement, c'est le football. Donc, à un moment donné, le législateur a dit qu'il faut faire des appels d'offres, ce qui est évidemment normal à partir du moment où vous avez un produit et des concurrents et qu'en plus, l'émetteur, c'est de la puissance publique indirectement. C'est-à-dire que la Ligue de football, c'est une délégation de la fédération, délégation du ministère. Donc, c'est quelque part un bien public, le championnat de France. Donc c'est ça. Moi, j'ai vu arriver ça donc, avec des grands cabinets d'avocats. J'ai vu les premiers contrats Canal. Donc, c'était d'abord une page sur un coin de table, 3 pages. Et puis après, il y a eu l'arrivée des cabinets comme Clifford qui sont payés très cher pour bâtir des appels d'offres avec des lots. Et donc, c'est là où, pour moi, on est allé trop tôt sur les appels d'offres en France par rapport à l'Angleterre. Il aurait fallu attendre que le schéma continue à prospérer
et se structure et que les droits continuent à monter naturellement pour, à un moment donné, comme ça a été le cas en Angleterre, faire des lots et avoir, plus longtemps que ça n'était le cas en France, un seul opérateur satellite qui fasse cet accord de gré à gré. Quand vous regardez l'historique des montants générés par le gré à gré Canal+, c'est monté très vite. Et le rapport de force était plutôt du côté de la Ligue et renégocié. Voilà. En France, on est allé vite parce qu'il y a eu cette décision de ne pas s'associer sur une seule plateforme. Et à partir de là, mécaniquement, il y a eu ces appels d'offres. Et ces appels d'offres, parce qu'il y avait des concurrents qui avaient besoin de ce programme, ils ont surpayé les lots. Mais en même temps, et on l'a mesuré, on a eu la mesure que 4-5 ans après, TPS a perdu de l'argent en exploitant le football et les films en étant concurrente de CanalSat et a fait du mal à CanalSat. C'est pour ça qu'ils ont fusionné à la fin. Parce que les actionnaires de ces sociétés-là, c'est des gens qui ont l'habitude de faire des affaires, c'est des groupes privés, c'est Bouygues, c'est Vivendi et autres. Donc ils ont fusionné, c'est pas pour rien. Donc le football, pendant cette période, c'est un peu leurré de la valeur parce qu'effectivement, le lien entre ce que paye l'abonné et le produit final est devenu un peu plus confus. On ne savait plus trop. Peut-être qu'on aurait eu encore plus d'abonnés, on aurait pu séduire plus d'abonnés, peut-être faire payer un peu plus cher au fur et à mesure l'abonnement à Canal et continuer dans cette relation-là, tout en parallèle, ne pas se laisser déborder par la gestion des clubs de foot. Parce que la concurrence Canal-TPS a créé aussi une concurrence au sein des clubs de football. Il y avait des contrats de sponsoring faits avec Canal, d'autres avec TPS, pour qu'au moment du vote, on fasse, puisque le vote, c'est le conseil d'administration. Parce que les deux appels d'offres, celui qui a gagné TPS, le premier, il a été gagné par TPS. Canal a perdu. Donc normalement, si c'est un appel d'offres normal, TPS prend tout et Canal n'a plus rien. Ce qui s'est passé, et c'est pour ça que sur le dernier avec Mediapro, Canal s'est arrangé avec beIN Sport pour garder un peu de foot. Mais si on avait respecté les termes de l'appel d'offres, le premier, TPS aurait pris tous les droits et il n'y aurait plus de contrat de football sur Canal. Et c'est les clubs et la Ligue qui ont dit non, on ne peut pas faire ça. On a déjà 2, 3, 4 millions d'abonnés, de gens qui sont là, c'est notre partenaire, il faut trouver un accord. Donc, c'était un appel d'offres qui s'est terminé par un accord de gré à gré où ils se sont mis pendant des soirées à se répartir les matchs et autres. Dans un métier qui, de leur côté, est la télévision par satellite. Donc, ils ont raisonné sur le football par rapport à ce secteur-là. Donc, le foot était un produit d'appel de la télévision par satellite. Donc, et c'était une période expérimentale. La télévision par satellite commençait, donc on ne savait pas trop, et TPS a payé cher cette expérimentation. Voilà. Donc ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc après, c'était une obligation de faire des appels d'offres, c'est la loi qui a obligé. Et c'est pour ça que j'ai raconté l'histoire. Après TPS, Canal était en monopole. Et ils ont dit, OK, alors on repart gré à gré, comme on fait pour... C'est ce que j'ai raconté, de la vision de Bompard avec la Ligue et autres. Et là, tout de suite, la Ligue et les clubs, c'est les clubs, la Ligue, hein, c'est eux qui élisent le président de la Ligue, ont demandé au président de la Ligue de trouver une autre solution. Et là, il était trouvé Orange. Et Orange est arrivé à créer sa chaîne, from scratch, et pendant 4 ans, a diffusé du football à côté de Canal, et en 4 ans, a perdu 1 milliard d'euros, et a refermé. C'est ça, c'est important de comprendre ça, parce que quand je parle de faux appels, et j'étais très prof, hein, c'est des gens que je connais, Frédéric Thirier et autres, à force, on a eu des hauts et des bas, mais enfin bon. Et ça s'est passé comme ça à chaque fois. Il faut toujours plus d'argent, puisque les clubs sont en perte d'exploitation et ont besoin de trésorerie. Donc la poche la plus importante, c'est les droits de télé. Et vous avez, là je parle à l'Assemblée nationale, mais on sait très bien que pour chaque ville, que pour chaque maire, son club, c'est très important. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, le politique, au sens noble du terme, a une légitimité à intervenir pour essayer de faire pression sur les opérateurs ou convaincre les opérateurs de mettre plus d'argent pour rattraper un problème antérieur. Et c'est ce qui s'est passé avec beIN Sport. beIN Sport est arrivé à la présidence du président Sarkozy, a acheté des droits parce que Canal ne voulait pas payer plus que 500-600 millions. Et à partir de là, a fait la concurrence à Canal. Ça a fait du mal à Canal, ils ont mis des prix très bas, il y a eu des plaintes de partout, des débauchages de journalistes,
Et au bout de 2 ans, ils ont arrêté de se faire la guerre. Et beIN Sport, je peux vous le dire, depuis cette époque, a dû perdre 2 ou 3 milliards d'euros. Ça n'a jamais été profitable en France. Ce qui d'ailleurs leur a permis techniquement, pour ne pas payer ce qu'ils auraient dû payer, là, de se mettre sous la protection du tribunal de commerce, comme l'a fait Mediapro sur leur filiale France, en disant nous, on ne peut pas payer les 332 millions en attendant que ce soit Canal qui soit condamné finalement à les payer. Sachant qu'ils ont beaucoup d'autres droits étrangers Oui, et aussi qu'ils couvrent d'autres disciplines sportives que le football. Mais oui. ils ont aussi. L'addition n'est pas que sur le football. Hein. Oui, mais quand vous faites une chaîne de sport, le foot, ça paye, c'est ça l'élément central. Le reste, j'allais dire, c'est de l'accompagnement, c'est pour remplir les grilles, c'est pas le moteur de l'abonnement. Vous n'allez jamais vous abonner en France pour autre chose que du football. Le rugby un peu maintenant, puisque Canal a fait des gros efforts et il paye à peu près, je crois, 100 ou 120 millions sur le rugby, ce qui est quand même une assez forte somme. Mais quand vous la rapportez au budget des clubs qui pèse 15 à 20% du budget des clubs, hein, et moi j'ai bien alerté Paul Gauze quand il est arrivé à la Ligue. J'ai dit attention, ne laissez pas prospérer le système des transferts, faites des contrats de joueurs de 2 ans, parce que sinon vous allez être totalement dans la situation du foot, qui a des clubs qui sont faussement profitables ou en perte d'exploitation, et en même temps vous avez des droits télé élevés, et des opérateurs qui sont quand même payés assez cher, et ça ne suffit pas. Donc là, on n'arrive pas à tout rentrer, quoi. Le sujet que vous évoquez, c'est un sujet d'actualité. Cet été, on a vu le transfert de Colbé de Toulouse à Toulon. Et la raison principale, en tout cas de ce qu'on a pu en lire, c'est pour satisfaire un équilibre économique pour les comptes de Toulouse. C'est-à-dire que ça devenait justement cette variable d'équilibre, d'ajustement d'équilibre économique dont vous parliez. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler demain, puisque demain, on a une audition de la Ligue nationale de rugby de René Bouscatel en tête, et aussi une table ronde avec des clubs de rugby, parce qu'il y a des mutations qui sont en train de se faire, et peut-être vers des choses pour lesquelles vous pointez un peu du doigt. Juste pour vous interrompre, mais quand j'ai commencé les premières restructurations à Lille, le montant des transferts, puisque vous êtes niçois, du sauvetage de l'OGC Nice, le montant budgétaire des transferts qui ont permis, c'était, je crois, même pas 2 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. Mais il y avait 3 joueurs. Et là, maintenant, quand je me retrouve dans des situations 20 ans après, comme Lens ou autres, les budgets prévisionnels prévoient des 35-40 millions d'euros de vente de joueurs. Donc, voire plus sur Lyon, c'est presque 100 millions. Donc, quand vous êtes un club international, vous pouvez espérer les faire, mais voilà, au bout d'un moment, on n'arrive plus. Et cette variable d'ajustement, qui correspond à quelque chose quand même, hein, c'est-à-dire qu'un bon joueur qui va dans un autre club, peut amener de la performance et de la médiatisation, mais elle est extrêmement dangereuse. Moi, j'ai vu le premier transfert s'inventer sous mes yeux, donc je peux parler de choses que j'ai vues. Hein. C'était sur de saillies entre le PSG et l'OM. Il fallait que les comptes du PSG au 30 juin, c'était en 91 ou 12, soient à l'équilibre. Donc, le prix du transfert a été fixé de gré à gré. Donc, mais c'est pas grave. Simplement, il ne faut pas le faire de façon systématique, parce qu'après, on ne sait plus où on en est. Est-ce que, pour reprendre sur ce dont on parlait sur les appels d'offres, est-ce que l'affaire Mediapro vous a surpris? Et deuxième chose, est-ce que ça aurait pu être Mediapro ou un autre, ou j'ai envie de dire, est-ce que ça devait arriver? Non, c'est pas. Alors, je vais essayer d'être précis. D'abord, le Didier Quillot, qui était quelqu'un que je connais bien, était chez Orange avant. Et avant d'être chez Orange, il était chez Canal. Il était dans une filiale qui s'appelait Donna. Après, il est passé chez Orange. Il a fait l'UMTS, il a sponsorisé beaucoup de clubs et c'est un passionné de football. Donc, Didier, lui, est un libéral. Et Thierry était plus un homme d'équilibre. Il essayait de faire comme il pouvait, mais philosophiquement, il était conscient de ce qu'il faisait. Thierry, il savait qu'il devait tirer vers le haut, mais en même temps, il était assez conscient des conséquences de ce mode de fonctionnement-là. Donc, quand Didier Quillot est directeur général de la Ligue, son rôle, sa mission, c'est d'augmenter les droits télé. J'allais dire à tout prix, coûte que coûte. Pourquoi? Parce que vous remarquerez que les appels d'offres ont toujours été anticipés. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment faits 2 ans après le début du contrat. Parce qu'il faut que les clubs sachent 2 ou 3 ans avant quels vont être les montants des contrats télé pour pouvoir éventuellement les daïser,
pour pouvoir dégager de la trésorerie pour faire face aux problèmes de trésorerie dont je vous parlais précédemment. Donc, c'est très important pour des clubs de foot, pour des actionnaires de clubs de foot, de savoir quel est le montant des contrats télé pour pouvoir éventuellement donc, les mettre à la banque pour pouvoir générer de la trésorerie. Donc, Didier Quillot, quand il est dans cette situation-là, avec ses collaborateurs, il fait l'appel d'offres, il le bâtit d'une certaine façon, ils prennent des rendez-vous avec des groupes divers et variés qui peuvent être intéressés. Là où il y a la grosse faute, c'est que quand vous avez un groupe nouveau qui se positionne, et les Italiens n'ont pas pris Mediapro, c'est que les garanties financières doivent être blindées, parce que vous savez que ce groupe n'a pas de clients en France. Donc, comment amortir? Et c'est là où ils ont été, à mon avis, légers, c'est de dire comment amortir cette somme-là. Et là, ils n'ont peut-être pas l'historique que moi j'ai. Moi, je sais que techniquement, le montant des droits télé hors intérêt politique indirect, il est à 500-600 millions maximum en France, chez un opérateur qui a déjà une base d'abonnés. Quel que soit son actionnariat, Canal+, c'est une même société avec ses abonnés. Moi, je suis abonné depuis 25 ans. On sait combien on paye, on sait voilà. Donc, à ce moment-là, là, on est un peu dans la façon de penser de certains gens qui font des valorisations. C'est-à-dire, c'est les spécialistes des valorisations. On valorise, donc on anticipe des résultats. Mais après, il y a la réalité qui rattrape tout le monde. Donc, voilà. C'est d'autant plus surprenant ce que vous dites, Luc, que vous parlez du passé de Didier Quillot, qui était chez Orange. Et vous avez dit, Orange a perdu 1 milliard sur les droits de télé. Donc, ça veut dire que le risque de perte, il était déjà, enfin, cette éventualité pour des diffuseurs je dirais, de casser leur pipe, il existait. Bon, là, en l'occurrence, c'était Orange, parce qu'il y a l'assise financière qui était là. Mais c'est ça qui surprend, en fait. C'est qu'on avait l'historique. Vous parliez d'un homme, en fait, qui est issu de Orange, et qui, là, vous disiez vous-même, et ça a été plutôt souligné par beaucoup d'autres intervenants avant vous, notamment M. Micheler et puis Didier Quillot lui-même, sur des garanties financières qui étaient prises à la légère. Donc là, l'idée, c'est alors, donc ça, garantie financière, vous qui connaissez le monde économique du football, la réponse de Didier Quillot a été de dire que prendre une garantie donc bancaire sur de tels montants, ça n'existait pas. Par contre, quand vous bloquez un appartement, qu'on ne vous connaît pas, vous bloquez un appartement, vous versez 10-15% payé. Et si vous n'obtenez pas votre prêt, éventuellement, vous êtes remboursé. Là, ils n'ont même pas dit qu'ils cherchaient un financement à l'extérieur. Hein. Mais quand vous versez 10 ou 15%, et si vous ne prenez pas, vous les perdez. Donc, ils auraient demandé 10 ou 15% à la signature que Mediapro perdait. Et je parle de 15% de la totalité du contrat. Quelqu'un qui s'engage sur un montant comme ça, donc il s'était engagé à peu près 800 millions par 4 ans, c'est 3,2 milliards, il faut qu'il mette 15 ou 20% à la signature. Et s'il ne prend pas, et s'il n'exploite pas le contrat, il les a perdus. Je ne vous parle pas de caution bancaire. Caution bancaire, c'est inimaginable. De bloquer 4 milliards d'euros sur un compte en caution bancaire, non. Mais un nouvel acteur, on lui demande un dépôt de garantie. Enfin, moi, si j'avais été à la Ligue à ce moment-là, c'est ce que j'aurais fait. Et j'aurais posé les questions à Mediapro de comment vous comptez exploiter. Mais quand je parle d'Orange qui a perdu 1 milliard, il y avait toujours Canal. Mediapro, ce qu'ils ont tenté, c'est de tout prendre. Ils avaient 80% du championnat. Donc, leur vision stratégique, c'est de dire on bâtit notre chaîne, on n'a plus Canal en face. Je parle du championnat français. Hein. C'est-à-dire que et on va drainer tous les gens qui veulent s'abonner au championnat français. Mettons 50 000 Niçois, 70 000 Marseillais, ça va nous faire une base d'1 million, 1,5 million d'abonnés, on va les amortir et on va les faire grandir. Et ce que malheureusement, souvent ces opérateurs oublient, c'est qu'il y a d'autres droits qui sont en circulation, ceux de la Ligue des Champions et autres, qui sont suffisants pour Canal, pour garder une base d'abonnés qui a quand même envie de voir du football, même s'il n'a pas de championnat. Mais ça, c'est le problème de Mediapro. Mais du côté de la Ligue, on doit se poser la question de comment vous comptez rentabiliser votre investissement. Ça fait partie du cahier des charges, à mon avis. C'est pas je paye le plus cher, je prends et après moi le déluge. Parce que cette histoire-là, c'est le fruit d'une construction comme un pullover tricoté main qui démarre dans les années 86 avec une interaction, comme vous le disiez, entre des abonnés, des gens qui aiment le foot, des gens qui ne l'aiment pas. Voilà. Donc, et
quand vous êtes dans la position d'un directeur de la Ligue, directeur général ou président, vous n'êtes pas dans ce rythme-là. Vous avez des présidents qui vous appellent tout le temps, qui vous mettent la pression et qui vous disent comment on fait pour avoir plus d'argent. Est-ce que justement, parce qu'ils en dépensent trop. L'épisode Mediapro a pas été d'une certaine façon l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire un peu le leurre. On faisait miroiter l'augmentation de 60% des montants de droits qui ont fait que les présidents de clubs aujourd'hui et la Ligue collective l'an prochain la mise aux enchères, l'appel d'offres, pour espérer pouvoir en tirer aussi des montants supérieurs. Mais pendant ce temps-là, on a l'impression que les clubs ne font pas l'effort pour aller chercher les ressources financières qui permettraient d'aller sur un nouveau modèle. Chercher des ressources financières supplémentaires, c'est difficile, je vous le dis. Recettes spectateurs à augmenter, c'est très compliqué. Recettes sponsoring à augmenter, c'est très compliqué. Subventions des collectivités, je ne vous en parle pas. Donc, qu'est-ce qui reste? Les droits télé, effectivement, et les ventes de joueurs. Donc, c'est ça les postes de recettes. C'est pour ça que je suis revenu à la base. Quand vous regardez, moi j'étais actionnaire de Lille en 2000, j'étais le premier à privatiser un club. Et j'ai vendu 3 ans après parce que je me dis, moi je ne suis pas capable de pouvoir tenir l'exploitation de ce genre de société. Et on avait réussi, hein, Ligue 2, Ligue 1 et Ligue des Champions. Parce que j'avais la réalité des chiffres sous les yeux. Si le club faisait une mauvaise saison, en tant qu'actionnaire, il fallait que je mette 10 millions, 15 millions d'euros pour couvrir les pertes. Donc, voilà. Et là, on rentrait dans un autre modèle, je vous dis, avec des ventes de joueurs de plus en plus élevées, les agents qui font la pluie et le beau temps. Donc, les présidents de club sont dépendants principalement des agents de joueurs et des droits télé qui, eux, comme je vous le dis, leur servent à régler leurs problèmes de trésorerie parce qu'ils déisent ces droits télé. Donc, c'est plus la visibilité sur les contrats qui était importante que le montant, même si le montant est très important. Mais quand vous regardez la répartition, mettons un contrat à 600 millions d'euros et un contrat à 800 millions d'euros sur les droits télé. Donc, vous avez 200 millions d'écart. Mais de ce que ça fait dans le budget du club, c'est important, mais ce n'est pas ça qui va changer l'équation. Même si vous avez 10 millions ou 15 millions de plus par club, si vous avez des budgets prévisionnels avec 60 millions de ventes de joueurs, ce n'est pas assez. Donc, c'est pour ça que le système s'est complètement emballé. Moi, je ne vais pas parler de mon cas personnel. Moi, je suis tricard dans ce système-là parce que j'ai attaqué la Ligue et la Fédé sur le dossier de l'entente en 2004. Je les ai fait condamner parce que j'ai vu à quel point la DNCG ne respectait pas les règles, ne faisait pas respecter les règles et à quel point le système était dangereux entre du fait qu'on est pris dans un cercle infernal où les charges augmentent, les recettes ne peuvent pas augmenter plus vite. Et puis surtout, ça ne les vaut pas. Et vous avez des joueurs qui demandent de plus en plus d'argent. Et comme je le dis, système non régulé, pas de salary cap. Donc, vous n'avez pas de salary cap, et bien évidemment que ça monte. Et vous jouez au casino ensuite. Vous faites un pari sur un joueur, sur un deuxième joueur, sur un troisième joueur. Et puis, voilà. Alors, vous faites une transition sans le savoir sur une question que j'ai pu poser notamment à Jean-Marc Micheler. Et lui-même qui avait d'ailleurs émis une proposition pour, j'ai envie de dire, faire en sorte qu'il y ait une prise en compte globale je dirais, du risque du candidat à l'appel d'offres, puisqu'il proposait de séparer rigoureusement au sein de la Ligue les personnes qui sont chargées de la prospection et celles qui sont chargées de l'instruction. Donc, je voulais savoir quel était votre sentiment, mais je pense que c'est un sentiment de bon sens en disant que c'est toujours, je pense que vous partagez cet avis. Mais pour aller au-delà, parce que Jean-Marc Micheler est patron de la DNCG, et qu'on voit bien qu'il y a des choses qui peuvent peut-être dans lesquelles il faut peut-être prendre un peu de hauteur aussi et avoir une vision globale d'équilibre d'ensemble. Est-ce qu'une structure, j'ai envie de dire, qui serait un équivalent du CSA, mais un conseil supérieur du sport professionnel qui pourrait justement englober une forme de principe
et de suivi, de régulation, mais de toutes ces données, voilà, de toutes ces réflexions en termes de stratégie audiovisuelle, mais aussi bien en termes, puisque vous l'avez évoqué, salary cap, enfin contrôle également du budget des clubs, est quelque chose qui vous semble une piste que nous pourrions donc explorer en tant que législateur. J'ai rencontré beaucoup de vos collègues depuis 20 ans et à chaque fois, que ce soit Martine Aubry, Jean-Louis Borloo ou autres, on parle, tout le monde aime le foot, tout le monde est confronté au problème et j'ai toujours été triste qu'une fois que le problème était solutionné, après moi le début, c'est-à-dire que le système continue, le foot va trop vite, prend tout le monde en otage, puis il y a des sujets plus importants et tant que ça fonctionne, ça remplit sa fonction. Je fais un pléonasme, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et je trouve effectivement dommage qu'il n'y ait pas un regard politique plus acéré, plus pointu, plus systémique sur l'équation globale de l'interaction entre le sport professionnel et a priori le football, parce que le foot écrase tout, on en a déjà parlé, le foot consomme au niveau d'une ville les recettes sponsoring et autres, et les autres sports en pâtissent. Donc, depuis 25 ans, je trouve ça extrêmement dommage qu'il n'y ait pas plus de contrôle et que finalement, les présidents de la Ligue, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le ministre du Sport ou le président et ils disent voilà, il y a un gros problème, comment on fait? On va faire comme ça et puis on va régler le problème pour les 4 ans qui viennent et après on verra. Et le président de la DNCG, Jean-Marc, quand il est arrivé, on s'est vu, je lui ai expliqué, je fais l'historique, c'est quelqu'un qui sait vraiment compter, qui est droit, et vous remarquez que les présidents de la DNCG, ils font 4-5 ans maximum, hein, parce qu'après, ils ne peuvent plus endosser ce qu'ils laissent passer, parce que quelque part, au fond d'eux, ils savent que c'est destructeur, parce que la règle est fausse. Enfin, la règle est fausse. Je ne mettrai pas cette règle-là. Moi, je ne mettrai pas, vous avez un club, tant que vous couvrez les pertes, vous avez le droit de continuer. Parce que le jour où vous ne voulez plus mettre, mais vous laissez derrière vous quelque chose qui est… Alors maintenant, je peux vous dire, moi je vais presque à l'art, c'est infaisable. C'est-à-dire trouver des actionnaires avec du vrai argent qui veulent devenir actionnaires de clubs de football, où ils voient et où ils ils demandent à leur conseil, mais de quoi… Mais il n'y en a plus. Personne ne veut y aller. C'est trop risqué, trop consommateur. Donc, c'est des groupes internationaux. Des gens qui indirectement sont pilotés par des agents qui, eux, ont intérêt à ce que le système continue, puisque c'est eux qui le font tourner. Le système, c'est eux qui vous font le prix des transferts. Voilà, donc effectivement, que vous dire, moi je trouve qu'on est allé très loin dans la dérégulation. Et à la DNCG, ils font ce qu'ils peuvent. Mais la règle n'est pas bonne. Alors, il a essayé il y a 2 ans, il a dû vous le dire, il a demandé à ce que des choses soient changées pour obliger les clubs. Il a été envoyé dans ces 22 mètres. Vous êtes un fervent défenseur du salary cap, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Enfin, en tout cas, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on devrait le mettre en place? Ça a été évoqué par d'autres aussi. Depuis la crise du Covid, puisqu'on a fait plusieurs missions et notamment aussi en commun avec Régis, où on a vu ce sujet évoluer. Maintenant, c'est un sujet qui est ouvert là où il était fermé il y a quelques années. Comment vous imaginez sa mise en place en France et qu'est-ce que vous répondez à certains détracteurs qui participent à ce discours de dire que ça nuirait à la compétitivité, l'attractivité des clubs français? Alors, moi, je pense que c'est pas… c'est peut-être ma formation de médecin, mais c'est pas parce que vous allez donner un anti-inflammatoire que vous allez régler le problème à la vie publique. Donc, c'est un des éléments qui peut réduire le problème. Et moi, je le vois, comme ça a été mis aux États-Unis en place, c'est-à-dire c'est une masse salariale encadrée par club. Ce n'est pas un montant de salaire maximum par joueur. Et c'est le manager qui, lui… C'est le principe du rugby, on est d'accord globalement. Paul Gauze était venu avant d'être président de la Ligue, on en a parlé et ils l'ont mis en place. Et il y a même des clubs qui sont allés à la Commission européenne pour contester ce principe du salary cap en disant on n'a pas le droit de mettre un salary cap. Et je pense que la Ligue de rugby a gagné. Donc, moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire et en même temps, il faut un management de la Ligue costaud.
et pouvoir faire respecter aussi cette règle-là. Mais moi, je ne le vois pas comme un salaire maximum par joueur, je le vois comme une masse salariale qui serait un pourcentage du chiffre d'affaires hors vente de joueurs généré. Et je voudrais, moi, dans mon monde de rêve, supprimer cette notion de transfert. Si un jour vous avez Alexandre Bompard, qui est quand même une tête bien faite, et le patron de Carrefour, une des déclarations qu'il a faites très vite, après avoir vu les désastres de ce qui s'était passé à Saint-Etienne et CDD, il faut supprimer les transferts. Il ne faut plus qu'il y ait de transferts. Sauf que l'arrêt Bosman fait que ça induit nécessairement les transferts. Mais oublions ça. C'est un des éléments utiles pour éviter effectivement ces dérapages financiers infernaux. Sauf que il faut que les coachs reviennent à leur fonction initiale, n'aient pas leur fils agent ou tout ça, parce qu'ils prospèrent aussi des mouvements de joueurs, et sachent faire travailler un groupe de joueurs pour être performants, parce que c'est un sport collectif. Vous n'enlèverez pas de la tête que c'est un sport collectif. Si autour de Messi, vous mettez 10 chèvres, il ne va pas gagner le match. Et aux États-Unis, dans les sports collectifs, je crois que c'est Dan Marino ou un autre joueur, il y a beaucoup de joueurs qui ont accepté de baisser leur salaire pour avoir des salaires supérieurs donnés à leurs coéquipiers, pour que leur équipe soit meilleure et pour qu'ils gagnent. Donc, voilà, ça c'est le principe. Mais moi, oui, c'est une des mesures que j'adopterai. Après, il faut regarder dans quel contexte économique on est, c'est-à-dire quelle est la structure des revenus des clubs, quel est leur endettement, à quel montant on le met. Regarder la concurrence, parce que ce serait bien qu'une mesure comme ça soit à minima européenne. Il ne vous a pas échappé que les Chinois eux-mêmes se sont régulés sur le football. Ils ont voulu faire du football, et à un moment donné, le gouvernement chinois a dit stop. On ne dépense pas plus qu'une telle somme. Donc, c'est quelque chose qui est… Et après, ça ne veut pas dire qu'il n'évolue pas dans le temps. Si les recettes augmentent, il n'y a aucun problème d'augmenter des plafonds de salaire. Une des mesures. Ouais, vous parlez des transferts, bon, qui a valu aussi, bon, qui était aussi un élément qui est revenu notamment dans le rapport d'évaluation sur la dernière loi sport, la loi Braillard, donc faite avec Monsieur le Président, avec Régis aussi. Juste un point d'actualité, c'est vrai que là, pour la première fois, on voit Léo Messi arriver, mais sans indemnité de rupture de contrat. On entend aussi peut-être Kylian Mbappé qui va être, entre guillemets, pas transféré, mais en tout cas va quitter le club et il a peut-être des chances que ce soit aussi sans… Est-ce que vous sentez parce que là aussi, on est tout à fait conscient, même si on défend le sport français et une forme des valeurs, et un modèle du sport français, on est dans un environnement européen. Et est-ce que ça, vous sentez je dirais, une évolution possible d'aller vers une régulation naturelle, entre guillemets, des transferts, ou est-ce que vous pensez qu'il faut justement donc là que le politique intervienne et y mette, j'ai envie de dire, son grain de sel? Mettre son grain de sel, oui, parce que déjà, quand vous voyez les montages qui sont faits sur les transferts et regardez la problématique sur Lille qu'il y a eu entre Gérard Lopez et ses successeurs, où il y a des plaintes, parce qu'apparemment, sur des sommes de transferts, vous aviez des contrats multiples pour des intermédiaires qui fait qu'entre la somme payée par le club acheteur et la somme encaissée par le club vendeur, vous aviez un écart de 1 à 7. Donc tout ça, c'est à vérifier, mais c'est quand même assez fréquent. Parce que sur ces enveloppes de transfert, vous pouvez imaginer tout ce qui peut être fait au niveau rétrocommission, et voilà. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais sur le fond, pour moi, le fait que les joueurs maintenant essayent d'aller au bout de leur contrat libre, c'est que c'est après moi le déluge. C'est qu'ils se disent, bon, ben, on ne sait pas trop où on va. Là, tous les clubs sont à la rue, sauf les clubs anglais. Donc, le Real n'a pas les moyens de me payer, le Barça n'a plus les moyens de me payer. Les Allemands, comme d'habitude, ne font pas n'importe quoi. Donc, quand vous regardez réellement combien… Voilà, les Italiens sont en train de se restructurer et ne font pas n'importe quoi. Donc, finalement, quelqu'un qui est en fin de contrat comme Kylian Mbappé et qui voit qu'à la limite, les Qataris sont prêts à payer n'importe quoi pour le garder ou à ne pas encaisser ce qu'ils auraient dû encaisser 200 millions si le Real avait fait une offre à 200 millions. Voilà. Mais pour eux, c'est rien. Donc, ils s'en foutent. Ils préfèrent avoir la plus belle attaque du monde, avoir 4 Ferrari dans un garage, que de se préoccuper de l'économie, mais qui n'est pas le sujet pour eux. Moi, je les connais bien. C'est vraiment pas le sujet. C'est pas les équilibres d'exploitation du PSG qui les préoccupent. C'est comment gagner la Ligue des Champions, à tout prix. Donc, les transferts, si rien n'est fait, tout va continuer
sur 95%, c'est indispensable. Au moment où on se parle, c'est indispensable au système. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'équation globale, elle est maintenant complexe. Ça doit être européen. Il doit y avoir une réflexion européenne, y compris sur, je l'ai dit, bon, sur l'organisation des compétitions. C'est qu'est-ce qui est éligible à l'économie du spectacle? Est-ce qu'on peut continuer indéfiniment à faire monter, descendre des clubs, financer des infrastructures et l'équipe repère et on se retrouve sans rien? Il y a un moment, alors on est un continent riche, donc on a toujours pu financer ça. On a accepté quelque part collectivement qu'il y ait des éléphants blancs, des stades qui sont à l'abandon et autres. On est des pays riches, quand même. Là maintenant, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc, pour en revenir au transfert… C'est quoi votre sentiment sur la Super League? Parce que là, j'entends ce que vous dites, puisque vous parlez du principe de relégation qu'on connaît, de montée-descente. Je crois que vous avez, et bon, c'est pas un secret, puisque vous êtes exprimé là-dessus, sur un modèle entre guillemets, de ligue fermée, mais au niveau national. Mais justement, la Super League, alors parlons peut-être de ça, Super League, votre sentiment et cette expérience, enfin, ce modèle que vous défendez de ligue fermée au niveau national. En réalité, c'est justement pour éviter la Super League que je pense qu'il faut utiliser les techniques de régulation et d'organisation du sport professionnel qui ont montré leur efficacité ailleurs, pour justement protéger les collectivités, les supporters, les fans des mauvaises gestions des actionnaires. Et en même temps de l'impact des montées et descentes. Donc, ça, c'est ce que j'ai imaginé, parce qu'effectivement, idéologiquement, philosophiquement, je suis contre une Super League qui est un mouvement naturel, puisque les clubs, les plus gros clubs, via la Ligue des Champions, qui a été, elle, réformée il y a une quinzaine d'années, donc qui était une compétition, une sorte de NBA planquée, mais sur lequel on retrouve quasiment toujours les mêmes clubs. Donc, on y est presque. Donc là, il voulait faire un pas supplémentaire et fermer complètement le système. Économiquement, au niveau de l'Europe et des opérateurs de télévision, c'est logique. Mais ça détruit le football national. Moi, je suis contre la destruction du football national et je sais l'importance qu'ont les clubs pour les villes et tout ça. Donc, c'est à l'envers. J'ai toujours pensé ça, moi, dans ma façon de fonctionner, c'est d'essayer de… On n'est pas moins con que les gens de chez Nike ou les gens de l'autre. Il faut juste comprendre quelles sont ces techniques qui permettent de générer des revenus, parce que la finalité, c'est de générer des revenus de leur côté et les utiliser pour le bien public. Mais c'est une question juste de technique. C'est comment régler les problématiques de droit, d'attribution de droit télé, de répartition des compétitions. Mais voilà, donc moi, j'ai évidemment, quand on voit les budgets des gros clubs et leur économie, qui est une économie mondialisée, pour eux, c'est logique. Et quand on voit les réactions des consommateurs, moi j'ai parlé avec les gens de Canal, ils disent mais nous, on perd le championnat de France, on s'en fout, on a la Ligue des Champions. Qu'est-ce que les gens ont envie de voir maintenant, en vrai? C'est plus Valenciennes 3, c'est PSG Manchester, c'est Manchester United Real et autres. Alors peut-être qu'à un moment donné, les gens s'en lasseront, mais pour l'instant, c'est la réalité. Moi, je pense que le football est plus fort que ça et qu'on aime suivre son équipe. Moi, je me prends toujours à regarder les résultats des équipes, des clubs où je suis passé, parce que j'ai gardé des liens, et là où j'ai des amis, pour savoir s'ils ont gagné ou perdu. Et ça, je pense que ça ne partira pas. Alors, votre modèle, on en avait parlé parce que justement, il a… Enfin, le modèle qui était à proposition, c'était de faire je dirais, des provinces, on va dire, ou enfin, allez-y parce que sur une saison donnée, je divisais la France en quatre. Je prenais 48 clubs, je disais il y a 48 clubs en France, donc on avait 12 par région, effectivement. Et on faisait une première phase par région qui se terminait en janvier. On prenait les 4 meilleurs. Et les 4 meilleurs faisaient de chaque région une phase finale à 16 avec un championnat, toujours formule de championnat. Et ceux qui n'étaient pas dans les 4 premiers faisaient 2 secondes divisions. Et ça redémarrait comme ça chaque année. Je supprimais les centres de formation des clubs, cette obligation d'avoir des centres de formation, c'est une obligation, pour faire des centres régionaux et avec un système de draft qui permettait de concentrer des moyens et d'avoir une forme d'élite footballistique. Parce que là, vous avez, moi je l'ai vu, je donne souvent l'exemple du Nord, il y a un centre de formation à Valenciennes, un à Lens, un à Lille, ça coûte une tonne, et vous sortez un joueur tous les 20 ans. Et ceux qui utilisent les centres de formation, c'est plus les agents que les clubs. Donc, il y a une rationalisation à faire sur la formation, et moi je pense que c'est le joueur qui doit montrer qu'il est
éligibles au niveau, et les clubs doivent rester stables pour permettre cette amélioration de la qualité sportive. Donc ça, c'est techniquement, moi je ne suis pas dogmatique, mais c'est vraiment ce qui a changé la phase du foot américain. Le foot américain, tous les clubs étaient en faillite dans les années 70, ils ont pris des experts, ils ont dit, voilà, ils ont juste raisonné. Et 48 clubs, c'est quand même beaucoup. C'est plus que les 2 premières divisions. Mais il y a de la stabilité. Vous avez les mêmes infrastructures, donc vous pouvez améliorer les infrastructures et autres. Et ça fait plus de lots télévisuels. C'est bien adapté à l'économie télévisuelle. Vous avez 2 phases. Donc vous avez un premier suspense de la première phase, comme avant d'arriver au play-off, puis un deuxième suspense qui vous donne accès à la Ligue des Champions ou pas. Donc, et avec en même temps un salary cap pour essayer d'avoir un moment où les clubs renforcent leurs fonds propres. Alors, avec en même temps le fait que je suis contre la distribution de dividendes moi, sur les clubs de foot, ou au moins pendant un laps de temps donné, compte tenu du risque que ça représente. Des Lens, par exemple, je donne l'exemple. Gervais Martel, quand ça marchait, il a pris des dividendes et c'était très normal. Quand l'équipe est descendue, qu'il a fallu remettre de l'argent, il n'avait pas assez d'argent pour remettre et les fonds propres du club étaient trop faibles. C'est le Crédit Agricole qui a prêté. Et blablabla. Donc, c'est une activité à risque tant qu'elle n'est pas régulée. Le jour où elle est régulée à la fois par les formules de compétition et par les salary cap, les actionnariats sont prospères. Et à ce moment-là, d'ailleurs, aux États-Unis, les franchises se vendent très cher parce que vous obligez les gens à gagner de l'argent. Donc, c'est plutôt un modèle vertueux, sauf que c'est inaudible, infaisable, parce que c'est contre-culturel. On vous dit que c'est une ligue fermée. Oui, c'est une ligue fermée, mais à 48 clubs. Et moi, je trouve dommage qu'on ne se dise pas comment on peut protéger notre football national, de clubs, nos infrastructures, nos marques, parce qu'elles sont en train d'être détruites au fur et à mesure. Donc voilà. Bon. Je vous ai interrogé, non, mais je voulais que vous le disiez pourquoi. Parce que moi, je partage avec vous peut-être cette manière de participer à une refonte du football, mais par le plus petit élément commun qui est le club de foot et son territoire et tout ce qui fait vivre, je dirais, sur son territoire. Et qu'à partir du moment où ça est sécurisé, c'est pour ça d'ailleurs votre idée de ligue fermée nationale, mais pour contrecarrer une super ligue au niveau européen. Et pour faire en sorte que donc il y ait justement donc cette réflexion toujours projet économique, mais aussi de vie sociétale, etc., dans lequel il y a ce partage de toutes les compétences. Et là, d'ailleurs, quand vous l'avez décrit, vous nous reparlez inconsciemment, puisque vous avez parlé aussi d'être plutôt sur des structures qui capitalisent plus qu'elles ne distribuent, avec votre remarque sur la distribution de dividendes. Et là, vous nous reparlez de la SIC, en fait. Parce que la SIC… Et d'où une question… Voilà. Ça peut être une règle de décider, parce que si tout est fini et qu'on a réglé le problème du salary cap, de la compétition et que les clubs prospèrent, moi ça ne me dérange pas qu'ils distribuent les dividendes et que les actionnaires, parce qu'ils auront pris des risques à un moment donné. Mais on n'en est pas là. Par contre, moi ce que j'avais fait à Lille, je donne un exemple, quand moi je vends avec 8 millions d'euros en caisse. Il y a 8 millions d'euros en caisse dans les caisses du club et il y a 0 dette. C'est ma responsabilité de laisser un club qui n'est pas endetté. Moi, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une entité comme les autres, un club de football, ça ne vous appartient pas en vrai. C'est vrai, vous êtes à un moment donné gestionnaire d'une équipe de première division dans un environnement qui existait avant vous, qui existera après vous. Et d'ailleurs, quand vous gérez mal, ou vous communiquez mal, l'ensemble de l'environnement vous le fait sentir, que ce soit les élus, les sponsors, les sociaux ou les journalistes. Quand vous êtes pas en phase avec les attentes locales, vous ne restez pas longtemps. Il y a des tensions. Et chaque club a sa culture. Et effectivement, il y a une économie locale qui vit, qui prospère avec ou grâce à côté du club de football. Donc, c'est pour ça que moi, je fais ça m'a toujours passionné, attristé en même temps. C'est-à-dire sauver un club, c'est vraiment top. Parce qu'on sait, une fois que c'est fait, le plaisir que les gens vont reprendre. Mais c'est comme quand vous soignez quelqu'un, et s'il continue à fumer et à se droguer, bon, vous allez le faire une fois, 2 fois, 3 fois, c'est désespérant. Alors,
on a pour moitié satisfait peut-être à cette idée, cette idée commune qui est la SIC, puisque dans le cadre de la proposition de loi démocratiser la pratique du sport, on a pu discuter et s'entendre au niveau de l'Assemblée nationale pour voter donc un article qui rappelle donc et surtout qui incite à ce que les sociétés sportives puissent opter pour le statut de SIC. Ce qui nous a été dit, parce qu'il n'y a pas d'exemple encore, je dirais, hormis, et peu d'exemples hormis Bastia, mais quelles sont les limites pour vous de la SIC? Pardon. Justement, je vous ai interrompu, mais Ouais. Bastia qui est rentré. C'est une expérimentation, Bastia. C'est un contexte non chaud, compliqué. C'est la première SIC qui se monte. Et là, parce qu'ils ont bien bossé, ils sont en deuxième division. Et c'est vraiment, pour moi, hein, je regarde, je les ai au téléphone, je veux savoir comment ça se passe à l'intérieur parce que je veux savoir si ce modèle, il tient. Quand on est dans l'économie du spectacle, je sais qu'il est utile pour faire redémarrer un club d'en bas, ça oui, un club qui est éligible au professionnalisme d'en bas, ça y est, et ça j'en suis sûr, c'est des petits montants, on met tout le monde autour, on partage l'info, il n'y a pas la pression trop du résultat, il n'y a pas la pression des médias, il n'y a pas la pression de la télévision. Là, Bastia vient de monter en deuxième division, donc je veux vraiment suivre de très près. Pareil, je vous donne juste un petit exemple. Avant de démarrer la saison, on s'est vu 2 mois avant, on a pris un café avec Claude et ainsi de suite. Et il me dit, dis non, le budget de Ligue 2, je ne sais pas comment il faut faire. Là, tout le monde dit, il faut qu'on monte l'année prochaine en Ligue 1. Mais à chaque fois que je fais tourner les chiffres, je ne vois pas comment je peux dépenser plus que ce que j'ai comme recette, 6 millions. Comment ils font les autres? Je dis, oui, les autres, ils mettent des ventes de joueurs. Donc, je vais expliquer. Ah, il me dit, ah ouais. Alors, comme à la DNCG, ils ont demandé maintenant à ce que l'argent des ventes de joueurs soit mis au début pour essayer de freiner cet élément spéculatif. Je lui ai dit, tu sais ce que tu devrais faire? Tu réunis tous tes actionnaires, y compris les sociaux, y compris les sponsors qui te disent il faut qu'on monte l'année prochaine alors qu'ils viennent juste de monter en Ligue 2. Et tu dis, ben voilà, si vous voulez qu'on fasse un budget de 10 millions d'euros, il faut mettre 4 millions. Alors, comme les sociaux, ils ont 20%, il faut qu'ils mettent 800 000 maintenant. Alors, il l'a fait. Et je peux vous dire que ça a été le calme plat. Et tout le monde dit non, ben on va faire un budget à l'équilibre, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, ça a un effet, mais je suis curieux de voir si ça tient. C'est ça qui est intéressant de voir sur le modèle SIC, puisqu'on parle de ça. Je ne sais pas. Tempérant. Je sais pas. Voilà, s'il est adapté vraiment au monde pro, peut-être en ce moment, mais est-ce que la SIC va être gérée, administrée de la façon dont je l'ai préconisé, c'est-à-dire avec des réunions en anticipant le coup d'après, pour que tout le monde partage l'information et que les décisions prises par la direction soient validées par tout le monde et que tout le monde accepte si l'équipe est moins bonne, ben c'est parce qu'effectivement, on ne s'est pas envoyé en l'air sur les transferts et les salaires. Parce qu'il y a effectivement une corrélation entre les salaires et la performance. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais il ne faut pas que ça détruise l'économie du club. Ou en tout cas, il faut dans ces cas-là avoir les moyens, comme à Nice, vous avez un actionnaire qui a les moyens de mettre au bout. Bon, jusqu'au jour où il en aura marre. Voilà. Alors, d'où une question je pense, qui nous interroge collectivement, c'est pourquoi, et notamment parce que tu en as parlé, Régis, sur la vente actuelle, en tout cas peut-être en cours de l'AS Saint-Étienne. Moi, j'ai un peu l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'une vente de club, tout de suite, les regards se tournent vers l'étranger. D'où cette question, à chaque fois, c'est pourquoi y a-t-il si peu d'investissement dans l'entreprise française, que ce soit en termes de partenariat sportif, même en termes d'acquisition de clubs en France? Et qui amène l'autre question, c'est comment est-ce qu'on fait justement pour inciter davantage et je me positionne aussi plutôt, on se positionne du côté législateur aussi, pour inciter justement à plus d'attractivité des investisseurs français sur leur propre sol. Parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont rentrés. Qui sont rentrés et puis c'est un petit monde, la France. Hein, même quand vous interrogez François Pinault, qui est actionnaire de Rennes et qui vous dit combien d'argent il a mis depuis le début, il faut avoir beaucoup d'argent. Même vous interrogez Michel Sédou, qui était mon co-actionnaire et qui a repris le club, il va vous dire en off qu'est-ce que ça lui a coûté Lille, les risques qu'il a pris pour c'est beaucoup d'argent. Et donc, comme le système n'est pas régulé et comme en même temps, le système bancaire, quand vous avez un club de foot, si vous dites écoutez, nous, plus de ça parce que c'est tricky business. Voilà. Donc, moi, je l'ai vu sur Lens, la nouvelle société qui avait repris, elle s'est présentée au système bancaire. Personne ne voulait juste
avec les statuts, sans demande de financement, prendre la SASP. Quand un banquier voit une SASP, il dit foot, oh là là, on n'en veut pas. Donc vous imaginez jusqu'où c'est allé. Donc c'est vraiment, il y a une image très mauvaise. Et c'est une danseuse. Donc on sait que le chef d'entreprise qui va se payer le club de foot, il va moins s'occuper de sa boîte. Et donc ça va avoir un impact sur le reste. L'image projetée n'est pas bonne. Donc en France, vous trouvez très très peu j'allais dire, de gens sérieux. Moi, je vois bien parce que j'ai quasiment plus de dossiers et puis de toute façon, c'est infaisable. Et après, ça attire les fonds. Alors, on a eu les fonds d'investissement qui sont arrivés, Bordeaux et compagnie, qui sont rentrés sur des business models reposant sur les ventes de joueurs et avec les risques que ça comporte. À un moment donné, ils disent, nous, on ne veut plus mettre de la trésorerie, c'est tellement aléatoire. Voilà, donc effectivement, c'est pas évident quoi, de trouver des actionnaires. Bon, si je vous écoute, si on vous écoute, donc ça, pour renverser la tendance, ça passe par plus de régulation qui irait dans le sens de donner plus de visibilité, de sécurisation. Mais il faut un gendarme extérieur, mais il faut vraiment. On revient à ça. Ou bien il faut être copain avec un agent de joueur, voilà, il faut, dans ces cas-là, il faut aller dans la, je ne vais pas dire la façon, mais dans le système tel qu'il fonctionne, où vous avez des agents de joueurs qui vont vous faire des ventes de joueurs au juste prix pour équilibrer vos comptes, vous en prenez d'autres en contrepartie. Enfin, il y a tout ce business-là qui est un véritable business. Mais il faut être dedans, quoi. Il faut être un initié. Moi, je connais quelques très gros agents. Nisa Avi, quelqu'un que j'ai connu quand il était journaliste avant de devenir l'énorme agent qu'il est. Il a un petit carnet où il note tous les services qu'il rend, qui doit à qui, comment, quoi. Mais c'est un autre monde. Mais il faut être dedans. Si vous n'êtes pas dedans, vous n'avez aucune chance. Si vous prenez un club et que vous espérez vendre un joueur 20 millions d'euros et que vous n'avez pas les réseaux et les connexions et l'historique, vous n'y arrivez jamais. Et le joueur, il va finir libre et vos 20 millions, vous ne les aurez jamais. Donc, c'est-à-dire qu'il faut collaborer avec un système qui existe, qui a prospéré sur la non-régulation et qui fait encore la pluie et le beau temps, ça c'est vrai. Juste sur un autre point d'actualité qui nous concerne, l'actualité législative, toujours dans ce même texte, on a inscrit la possibilité de création d'une société commerciale pour la Ligue. par les ligues. L'idée derrière étant, alors d'une part, on a souhaité, j'étais co-rapporteur de ce modèle plus précisément, mais l'intention était d'anticiper ce phénomène-là et de proposer des sociétés commerciales encadrées en rapport avec la nature du bien en question, qui est un bien commun. On parle du sport et on parle d'une délégation de service public, et aussi de mettre une forme de tempérance, je dirais, et de forme justement de stabilité aussi dans l'actionnariat, puisqu'on souhaite que la Ligue et en tout cas l'ayant droit aient l'essentiel donc des droits ils peuvent donc céder jusqu'à 20% des droits à des investisseurs étrangers. Tout ça pour pouvoir donc permettre de proposer donc en tout cas c'est l'intention, puisque ce sont les ligues professionnelles et les fédérations et certaines fédérations qui le sollicitent, mais en tout cas pour une stabilité de la négociation, l'exploitation des droits TV et surtout d'avoir donc une attractivité financière plus importante. Qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas dans la réalisation de cet objectif avec cet outil-là? Moi, je pense que une société commerciale dont la logique est de vendre les droits télé, on ne peut pas… c'est soit on acquiert des compétences et ça nous permet de maximiser nos droits télé auprès d'Amazon et ainsi de suite, soit on a besoin à nouveau de l'argent parce qu'on est endetté, donc on vend par avance, parce que c'est ça en réalité. C'est comment on monétise cet actif, qui sont des droits télé sur une durée de 30 ans. Donc vous avez plein de fonds qui ont plein d'argent, donc ça ne sait plus quoi en faire, et qui, eux, vont y trouver une rentabilité en prenant des sécurités et en se disant, d'une façon ou d'une autre, on a 20% de ces montants télé, on les prendra, parce que ce n'est pas une société en vrai, c'est-à-dire qu'ils ont un droit à 20% des revenus, ce n'est pas un actionnaire minoritaire. Donc en vrai, c'est un mode de financement, c'est un mode de refinancement supplémentaire pour anticiper d'éventuelles recettes futures. Moi c'est comme ça que je le vois. Donc soit
soit c'est ça et on se le dit, et on dit on a besoin d'argent, et ben on est obligé de vendre un peu des bijoux de la famille, et puis c'est mieux ça que de l'argent public, mais ils n'interviennent pas sur l'organisation du championnat, sur quoi que ce soit, et donc c'est comme un banquier. Soit c'est des compétences, et dans ces cas-là, il vaut mieux, dans ces cas-là, à mon avis, plutôt que de vendre 20% de revenus futurs, bah, c'est de trouver des gens vraiment compétents pour restructurer le système, générer peut-être des revenus supérieurs avec le même produit. Voilà, ça c'est mon avis, j'allais dire de béotien, même si je connais un peu le système. Je sais qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui cherchent à faire ce genre d'opération, mais comme ils l'ont fait d'ailleurs sur les clubs de foot, hein, ils cherchent eux du rendement à leurs capitaux comme l'argent ne rapporte pas. Et donc les univers à risque sont des univers intéressants pour eux, quand ils savent bien négocier ce qu'ils ont en contrepartie de l'argent qu'ils avancent. Voilà. Juste une question, parce qu'on a beaucoup parlé notamment donc de flux. Hein, donc les flux, ça circule, mais la difficulté qu'on peut constater, c'est que ça ne reste pas souvent ça se délocalise aussi. Et on parlait notamment de choses concrètes d'investissement, on parlait de foncier. Garantie d'emprunt. On a fait une évaluation dans laquelle on était sur un principe de réalité où la garantie d'emprunt ne fonctionne pas. En tout cas, ne donne pas les objectifs qu'elle devrait donner. Mais l'idée est là de faire en sorte de faciliter l'acquisition d'infrastructures par les clubs. Comment est-ce qu'on peut, je dirais, améliorer ce dispositif-là, ou peut-être en trouver un autre qui puisse aller dans ce sens? Le problème du stade et du centre de formation, c'est que ça fait partie des outils qui permettent au club d'exercer son activité. Donc, même si vous en êtes propriétaire, si vous ne pouvez pas, à un moment donné, les mettre en face de financement que vous cherchez pour développer votre activité, ça ne sert pas à grand-chose. Et un banquier, il va vous dire, OK, il y a une valeur, mais est-ce que vous allez vraiment revendre votre stade pour faire un supermarché? Dans ces cas-là, vous ne pouvez plus faire de football, puisque le stade, vous en avez besoin pour faire du football. Moi, quand j'avais travaillé sur Lille, sur l'entente, sur tous les autres dossiers, là, je bosse pour un promoteur réalité qui a gagné l'appel d'offres sur le Red Star, donc qui a acheté le foncier de Bauer à la ville de Saint-Ouen pour faire un immeuble commercial. En contrepartie, ils ont acheté le foncier, ils ont pris leur risque entrepreneurial. Il y a le club qui est locataire et à un moment donné, ils vont tout prendre pour faire une opération consolidée. C'est la première fois que je vois ça, moi, ici. Mais en vrai, le principal actif, ce n'est pas le stade, ce n'est pas le club. C'est le fait que sur l'emprise du stade, il y a la possibilité de bâtir et d'exploiter avec une vraie valeur économique, parce que les promoteurs, ils ne font pas ça pour les beaux yeux de la princesse, avec une réelle rentabilité, parce qu'il y aura un centre commercial, des cinémas et autres. Donc, quand j'avais bossé sur Lille, c'était ça l'idée, c'est-à-dire, OK, on bâtit un stade, mais on prend toute une zone qu'on aménage en coordination avec les collectivités, comme si vous avez un exploitant de cinéma qui arrive et dit où est-ce qu'on se met, et puis on prend toute la zone, on met les parkings et on rentabilise le tout. C'est comme ça qu'il faut voir ces opérations-là. Là, ça vaut quelque chose. Incontestablement. C'est-à-dire que, et là, vous trouvez des vrais investisseurs. Moi, j'ai mon ancien associé de l'entente qui est au Milan, qui restructure le Milan AC, mais là, ils ont vraiment fait une opération avec la ville de Milan où ils achètent un gros foncier, ils se sont mis d'accord avec l'Inter, il y a un investissement d'1 milliard d'euros, ils ont trouvé les financements, mais il y a hôtel de luxe, centre commercial, l'exploitation, et voilà. Et ça, c'est des opérations qui sont faites aux États-Unis, qui sont cohérentes, mais qu'on n'arrive pas à faire en France, parce qu'effectivement, historiquement, les collectivités ont un peu peur, à juste titre, de mettre ces actifs-là dans les comptes des clubs, avec des actionnaires qui en réalité continuent à toujours dépenser plus d'argent qu'ils n'en gagnent et qui ne développent pas nécessairement ou n'ont pas les compétences de promoteurs pour faire ce genre d'opération, dans lequel l'équipe est le moteur d'une infrastructure qui est le moteur d'une opération d'aménagement du territoire. C'est ça. Et pour ça fait sens. À un moment donné, il faut vraiment, c'est pour ça que je parle moi de zone presque, c'est où est-ce que c'est rentable. Et il est clair que ce genre de projet ne fait sens que dans des métropoles d'une certaine taille. On a la chance en France d'avoir des métropoles de taille moyenne et supérieure, donc ça tient. On peut faire 40, 50 stades, une fois de 15 000, comme ça va être le cas au Red Star, une fois de 30 000.
jamais des stades de 60 ou 70 000. On n'a pas la clientèle pour, ou à certains moments. Hier, on remplit Lyon, mais combien de fois le stade de Lyon va être plein? Hormis dans une ligue européenne fermée. Ils ont réussi à doubler quand même l'affluence mais stadium, de 25 000 à 50 000 en moyenne. Donc ça veut dire quand même qu'il y a, je ne dis pas que c'est reproductible comme modèle. Lyon. Le problème des collectivités territoriales aussi, Luc, c'est pas simplement de se dire il y a des actionnaires qui peuvent aller dépenser trop, c'est aussi parfois se dire historiquement, on a toujours eu un peu un droit de regard, un pied dans le stade, dans l'enceinte, avec les conventions de prestation de services aussi. Donc, et ça, alors que les collectivités, maintenant, c'est 0,2 ou 0,6% du budget d'un club, donc c'est plus rien du tout. Donc c'est vrai que je pense que la bonne formule, quelque part, c'est quand on ne peut pas être propriétaire de son enceinte sportive, c'est qu'on ait une convention de mise à disposition et d'exploitation de l'enceinte sportive qui aille au maximum des capacités d'exploitation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que quand on est dans son cœur d'activité qui est gestionnaire de club de football, il faut juste qu'on soit capable de payer le loyer et que l'infrastructure soit à disposition. Et ça va largement. Il n'y a aucun problème avec ça. Je voyais ça du côté qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou autre en l'état de la situation. C'est-à-dire que regardez, si sur Bordeaux, ils n'avaient pas trouvé d'actionnariat, qu'est-ce qu'on fait du stade? Qui paye le loyer? C'est ce qui s'est passé au Mans et autres. Ça, c'est les schémas dans lesquels on est parce que de par la fragilité des clubs. Et c'est pour ça que quand on a une vision systémique, l'élément le plus important, c'est le club. Tant que le club peut payer le loyer et peut exploiter l'infrastructure, tout le monde est content. La collectivité est contente, le PPP a fait sens, les contribuables sont contents, il n'y a aucun problème. Là où on est en difficulté, c'est quand le club défaille. C'est là où on a un problème, quand la SASP saute. À Lens, quand il y a le dossier de Lens, ou même à Furiani, quand le club de Bastia saute. Furiani, c'est le patrimoine de la Corse. Qui va aller faire des matchs là-bas si le Sporting ne repart pas? À Lens, le stade Bollard, quand je suis arrivé sur Lens, c'est la première chose que j'ai faite. C'est-à-dire il faut refaire les travaux sur Bollard et c'est la seule façon à terme de retrouver une cohérence pour ce club-là. Et c'est une location et ça suffit largement. Est-ce que c'est le job de la LFP aussi de sécuriser, j'ai envie de dire, un club, surtout lorsqu'il descend? Est-ce que c'est une réflexion On en revient à mon projet. C'est de se dire quels sont les clubs, collectivement, on est capable de le dire, légitimes à avoir, quelles sont les zones à être professionnels durablement. Alors, on peut avoir des montées et des descentes. Regardez, moi, j'ai eu le dossier de Tours, là. C'est quand même affligeant qu'à Tours, compte tenu de l'histoire de ce club, de la taille de la ville, de l'infrastructure, du centre de formation, il n'y ait pas un club professionnel. Mais avant que tout, là, ils sont en régional. Donc, collectivement, et c'est le boulot de la Ligue, de dire, mais bon, on est une ligue professionnelle, quels sont les clubs professionnels? Et après, comment on s'organise pour sécuriser l'ensemble? Moi, je raisonne comme ça, je n'ai jamais postulé aucun poste, ligue et tout ce que vous voulez. Quand j'ai réfléchi, parce qu'on m'a dit, bon, tu critiques, mais qu'est-ce que tu ferais? Ben voilà, j'ai travaillé avec d'autres et voilà, ce que moi je pense qu'il faut faire, c'est ça. Et à partir de là, vous avez quelque chose d'analysable à gérer, de compréhensible, de borné, pas comme le fait la Ligue. Il y a une règle qui dit quand un club descend, on l'aide, on met de l'argent. On essaie. Moi, j'étais appelé souvent en disant Luc, ce club il va sauter, il faut que tu ailles voir à 3 comment on fait pour redémarrer. Mais c'est du ponctuel. C'est ce que j'avais dit à Jean-Marc Micheler la première fois. Je lui ai dit il faut monter une structure interne avec même un fonds de retournement qui peut permettre d'accompagner les clubs. J'ai écrit ça, le fonds de retournement. Voilà, ils le font maintenant au niveau européen, mais d'avoir une structure dédiée pour accompagner les clubs qu'on considère être légitimes et qui malheureusement, pour un but, se retrouvent dans des situations financières catastrophiques. Comme on pourrait l'imaginer d'ailleurs pour les joueurs aussi. Oui, mais ça a été rejeté. Ça a été rejeté parce que le système, il est tueur. Il m'a dit, j'en ai parlé, il m'a dit, mais celui qui descend, en gros, qui crève, quoi. C'est un concurrent. On a une pensée à cet instant pour Éric Thomas, qui était président de l'Association française du football amateur, qui est maintenant l'adjoint en sport au maire de Tours. Il pourrait gérer le dossier sur place. Ce monsieur qui... Je crois qu'on doit malheureusement clore notre échange, monsieur le rapporteur, puisque je crois que
Nous avons… Mais la ligne est ouverte encore, hein, c'est-à-dire que comme pour tous les intervenants, vous pouvez continuer à contribuer avec nous puisque la mission va durer encore quelques semaines, quelques mois. Et à stimuler nos réflexions, voilà, puisque Exactement. Merci. Merci à vous. la contribution qui avait été faite sur la Super League nationale, régionale, était effectivement, je pense, quand même aussi pour susciter la réflexion et les échanges. Et voilà, c'est pas un sujet non plus complètement clos, quoi. Merci beaucoup, Luc Dayan, et à très bientôt. Merci. Au revoir.